Bonjour à tous et bienvenue dans la suite de la présentation Maxer que j'appelle la présentation 2. Donc ce processus de fiabilisation est composé de deux actions différentes mais complémentaires, l'analyse et la fiabilisation. L'analyse consiste à identifier la cause première avec la rédaction du défaillogramme, qu'on va voir en détail prochainement. Cette cause première est unique pour chaque symptôme constaté, mais il peut y avoir des facteurs contributifs et ou concomitants. Les facteurs contributifs sont les facteurs d'action qui vont faire apparaître un défaut latent qu'on ne soupçonnait pas. La cause première est l'élément fondamental qui aboutit à l'apparition de l'antécédent. Ensuite, on va avoir la dernière phase qui est la phase de fiabilisation. L'analyse consiste à analyser et corriger les conséquences de l'enchaînement des causes dans le défaillogramme et d'éliminer la cause première. Et il faut se rappeler de manière fondamentale qu'on ne fiabilise qu'en éliminant les causes premières. Avant de passer à la description précise du défaillogramme, ce schéma en est une synthèse où on voit sur la partie droite que le symptôme, l'objet défaut, que l'on va constater, que l'opérateur va constater, doit être expliqué par un phénomène physique. C'est un petit peu comme dans un lambda moyen. Si on ne décrit pas la fonction de l'objet, on aura beaucoup de mal à identifier la défaillance de la fonction. Ce phénomène physique est lié à un incident néfaste qui est arrivé sur l'équipement. Cet incident est la cause d'un antécédent. Cet antécédent lui-même provient d'une des causes premières dont on a parlé, qui sont composées de problèmes de matières premières, de mauvais choix de conception, d'erreurs de montage, d'erreurs d'exploitation, d'erreurs de choix logistique ou d'erreurs d'activités de maintenance corrective, préventive, logistique, etc. Cet incident néfaste, en fait consécutif de l'antécédent, c'est celui qui va être la cause de la panne sur laquelle il faut intervenir pour remettre l'installation en service. Ensuite, on va exploiter les conséquences de cette chaîne pour lancer les actions d'amélioration et de fiabilisation et ne pas oublier les configurations sans défaut qui vont apparaître sur le défaillogramme, qui sont les éléments qui vont nous permettre de lever les fameuses hypothèses qu'on aura faites en phase inductive. Maintenant, nous allons passer à la présentation du défaillogramme de manière détaillée, qui en fait va être utilisé sur l'ensemble de la formation, dans les cas et les jeux qui sont présentés aux participants. Donc on retrouve sur la partie droite la description du symptôme avec un objet qui peut avoir plusieurs défauts, la partie explication du phénomène physique qui est en marron, et ensuite, une fois que le phénomène physique a été expliqué, on va passer sur la partie inductive, donc ce qu'on appelle toutes les causes possibles, qu'on va lister sur la première colonne, et toujours avec une description objet-défaut, 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 etc. De temps en temps, on va tomber sur un objet non pas défaut, mais hors service. Et en général, ça s'applique aux actionneurs, parce que les actionneurs ont deux types de défaillances potentielles. Soit ils sont intrinsèquement défectueux, ce qu'on appelle la défaillance intrinsèque, soit ils ne peuvent pas fonctionner parce qu'ils n'ont pas de commande, et ce qu'on appelle une défaillance extrinsèque. Ensuite, en remontant cette chaîne causale, on va tomber sur la possibilité d'avoir des objets défauts et des objets actions, ce qu'on appelle les facteurs contributifs, c'est-à-dire que l'objet défaut est latent, mais tant qu'il n'a pas été mis à jour par une action, en fait, il ne générera pas de défaut sur sa partie droite. Et on remonte la chaîne causale jusqu'à arriver à faire le lien avec l'antécédent, les antécédents, ce qui s'est passé avant. Les antécédents, ce qui s'est passé avant, ce sont toujours des actions ou des événements. Ensuite, on va chercher les disparités, ce qui ne fonctionne pas par rapport à ce qui fonctionne bien, et on va les classer en disparité de temps ou disparité de lieu. On va identifier la cause de la panne, et on s'aperçoit en fait tout simplement que la cause de la panne, c'est l'incidence de l'antécédent
donc, qui est l'objet défaut qu'on retrouve tout de suite ici. Pour être sûr que cet objet défaut est la cause de la panne, en fait, il va falloir le vérifier. Et c'est pour ça qu'il faut s'assurer que cette cause de panne est celle qui est bien identifiée. Et on a plusieurs types de vérifications qui sont présentés dans le cours de la formation. Et ensuite, on va remonter jusqu'à la cause première. C'est sur quoi on peut agir pour fiabiliser et qui sont toutes des causes humaines. Et cette cause première a, elle, généré l'antécédent. Une fois qu'on a fait ce défaillogramme, on va analyser cette chaîne causale et regarder tous les objets défauts qui auraient pu générer une contrainte particulière, physique, sur la machine et qui pourra avoir des conséquences dans le futur. C'est ce qu'on appelle les conséquences. Ces conséquences, je leur fais l'objet dans la case amélioration, fiabilisation qui est en haut à droite, là, des actions correctives immédiates, des contrôles, des mesures qui sont liées aux conséquences qu'on a identifiées. Et ensuite, en petit b, si les actions immédiates correctives en petit a sont vraiment à court terme, petit b, ce sont les actions de fiabilisation qui sont liées à la cause première et qui peuvent faire l'objet de travaux d'études, de procédures, de formations, etc. Et ne pas oublier de prendre en compte l'incidence des coûts, c'est-à-dire combien a coûté cet incident en termes coût direct de la maintenance ou coût indirect ou incidence sur la sécurité. Et on complète avec les configurations sans défaut, ce qui fonctionne bien et qui sert à lever les hypothèses. Et là, on a terminé notre défaillogramme et qui va pouvoir être à terme une base de données de retour d'expérience pour le futur. Maintenant, passons un petit peu à autre chose, c'est la description du processus de la formation Maxer. En fait, dans les formations traditionnelles, dans les méthodes traditionnelles de déroulement, on vous présente des formations théoriques, ensuite on travaille sur les cas d'école qui ont été préparés, et ensuite on vous dit, maintenant, quand vous allez retourner dans votre entreprise, vous allez la mettre en œuvre sur les cas réels industriels chez vous. La méthode Maxer, c'est l'inverse. On commence par des cas réels industriels qui ont tous été vécus, conçus pédagogiquement pour les mettre en œuvre, et on en tire des enseignements. Et tous ces enseignements vont concevoir la méthodologie Maxer. Donc, il n'y a pas de théorie. Qui dit pas de théorie, eh bien, on va passer à des activités pratiques. C'est-à-dire qu'on présente des jeux, des cas, et chaque participant va écrire des questions sur un papier de manière individuelle, et l'animateur répond également de manière individuelle sur des réponses qui sont sur des feuilles rouges qui sont préparées. Et à la fin, on va pouvoir regarder la disparité du comportement, du raisonnement par rapport aux participants. Ensuite, on va faire l'analyse des résultats et en tirer des enseignements, et puis ensuite présenter les modalités pratiques de la méthode à la fin pour le management de la méthode. Une des composantes importantes de la méthode, c'est ce qu'on appelle la logique des flux. Alors, comment ça fonctionne? Nous avons un procédé qui amène une valeur ajoutée. Ce procédé, il reçoit des produits semi-finis, de la matière première, et il sort un produit soit fini ou semi-fini, et tout ça dans un environnement donné, et il est piloté par un système de contrôle-commande, avec de la conduite par les opérateurs qui effectuent les réglages, et puis bien sûr une fourniture d'énergie. Et donc la logique des flux consiste à décrire 5 lois. La loi numéro 1, c'est qui dit la chose suivante: un procédé est défaillant s'il ensure un flux défaillant alors que les flux entrants sont bons. La loi numéro 2, quand un flux défaillant est constaté, il faut rechercher la panne en amont, jamais en aval. La loi numéro 3, lorsque tous les flux sortants d'un procédé sont bons, alors le procédé est bon. La loi numéro 4, quand un flux sortant d'un procédé est bon, ses flux entrants correspondants sont bons. Et loi numéro 5, quand un flux sortant défaillant ne peut pas être produit par le procédé, alors c'est un des flux entrants correspondants qui est défaillant ou un phénomène concomitant.
Un phénomène concomitant, c'est un phénomène extérieur à l'entreprise qui peut venir perturber de manière précise, à des horaires donnés ou à des fréquences données, le fonctionnement de l'installation. Alors ces 5 lois ont l'air assez simples dans leur description. Par contre, elles sont d'une puissance assez forte lorsqu'on a affaire à des installations où un flux est présent. Et Dieu sait si les flux sont présents partout. On a des flux électriques, des flux pneumatiques, des flux hydrauliques, mécaniques, etc. Et quand on applique judicieusement la logique des flux, on ne peut pas trouver un problème en posant qu'une seule question, alors que dans l'approche un peu traditionnelle du raisonnement, il va nous falloir 2, 3 ou 4 questions pour pouvoir le prouver. Passons maintenant à la présentation des modules de la formation Maxer, comment elle est constituée. Donc on a 3 modules. Les modules principaux sont les modules Max Diagnostic de 2 jours à l'attention des techniciens de dépannage. Le module Analyse et fiabilisation également de 2 jours pour les techniciens méthode et l'encadrement. Et a été rajouté à ces 2 modules fondamentaux, donc qui forment les 4 jours de formation, le module opérateur pour les conducteurs de ligne. Donc c'est pour apprendre aux opérateurs à bien décrire le symptôme de telle manière à ce que la liaison d'information et de communication se fasse le mieux possible. On peut éventuellement, pour des grandes entreprises, former des instructeurs internes afin que l'entreprise puisse être indépendante avec le copyright pour le futur. Et dans un déploiement ultérieur, une fois qu'on a formé les ingénieurs méthodes, on peut passer à MaxDiag+, c'est-à-dire de 2 jours et demi. Cette demi-journée étant consacrée à travailler sur des cas de l'entreprise, des cas qui ont été résolus mais qui ont eu beaucoup de difficultés à être traités. Alors, comment mettre en œuvre la méthode Maxer? Eh bien, déjà, il faut initier le management au principe de la méthode, parce que si le management ne connaît pas le principe de la méthode, il aura beaucoup de mal à comprendre comment elle se met en œuvre sur le terrain. Ensuite, former l'encadrement, les méthodes de maintenance à Maxer, donc ce sont les 4 jours qui composent MaxDiag et MaxFiab. Ensuite, élaborer les conditions de suivi et de réalisation des analyses avec le défaillogramme, c'est-à-dire dans quelles conditions on va mettre en place tout cela. Ensuite, former tous les techniciens d'intervention à MaxDiag, soit 2 jours, soit 2 jours et demi, plus du coaching sur les cas traités pour le futur. Formation des conducteurs de ligne et les opérateurs d'exploitation à MaxOpera en dernier. Et puis ensuite, mettre en place une base de données de retour d'expérience avec un logiciel dédié qui s'appelle DiagDef. Particularité de la méthode Maxer, c'est que c'est un investissement qui est assez léger, puisque c'est de la formation, et en plus, c'est pas l'entreprise qui paye la formation, c'est l'État. Donc pourquoi s'en priver? Mais ensuite, on a des gains qui sont assurés, puisque de toute façon, la rentabilité, elle est sur l'amélioration du TRS, qui est consécutif à l'amélioration de l'efficacité du diagnostic des techniciens. Un point également important, et j'en terminerai sur ce sujet, c'est qu'en fait, l'intelligence artificielle, qui est utilisée dans la maintenance 4.0, a des limites, puisqu'elle n'identifie que les causes potentielles de panne, mais elle n'identifie pas les causes premières. Or, on sait très bien que pour fiabiliser de manière définitive, il faut éliminer les causes premières. Si on élimine les causes de panne et qu'on remet une installation à l'identique, qu'est-ce qui va se passer? La panne va se reproduire, puisque l'élément qui était défaillant va devenir une nouvelle fois défaillant. Donc c'est là où Maxer trouve sa bonne position, c'est qu'elle est le complément de la maintenance 4.0 en permettant avec les défaillogrammes d'aller trouver les causes premières. À bientôt!